Voilà, installez-vous. Et bien, écoutez, c'est fait et c'est formidable parce que depuis le début, j'entends des bons vœux dont vous me souhaitez donc, cette bonne année. Vous avez raison parce que si vous voulez les vœux, je me suis dit que c'était un peu comme les lasagnes, il faut plusieurs couches pour que ça fonctionne. Donc, à moi aussi, vraiment de vous souhaiter donc, le meilleur, tout simplement d'essayer d'être heureux et contagieux. Ce serait vraiment une des plus belles choses dans un monde quand même un tout petit peu agité. Je ne vous fais pas de dessin. Et on est là aussi pour parler d'avenir, pour parler donc de confiance avec le secteur aérien, parce que vous avez remarqué qu'il y avait un très léger déficit quand même en ce moment, donc c'est ce que l'on va essayer de faire. Souvenez-vous, début donc, 2022, eh bien, globalement, toutes les compagnies donc, ont senti l'amorce de la reprise et ont commercialisé eh bien, alors, plein de vols, avec certains qui n'ont pas eu d'ailleurs la possibilité d'exister, annulation, retard, etc. Donc satisfaction de l'aviation, mais quand même grande tristesse pour les riverains. Ça n'a pas été simple du tout. Une reprise donc, qui a été plus forte que prévu, qui a été donc subie, avec aussi assez désorganisée, et avec des manquements en particulier évidemment la nuit. Alors ça, on pourrait y revenir aussi, mais avec aussi des espoirs, c'est-à-dire affichés par les acteurs, on va dire d'un monde meilleur, alors avec une santé environnementale, climat, biodiversité, donc tous ces mots que vous connaissez maintenant, avec pas mal d'engagement, mais c'est vrai qu'il y a eu peu de résultats, on va dire, qui ont été perceptibles. Donc, d'où ce colloque sur la confiance. Donc, je vous salue évidemment aussi au nom du président Leblanc, qui nous rejoindra évidemment en fin, Gilles Leblanc qui nous rejoindra bien sûr en fin de cette séance. Moi, je me dis que notre président de la République à Marseille a dit le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Bon, donc on y va, merveilleusement. Et nous sommes accueillis à l'Assemblée nationale par Naïma Boutchou, je vous en prie, qui est la vice-présidente de l'Assemblée nationale, avec grand plaisir donc, pour accueillir nos amis ici présents. Merci, Monsieur Chessou. Monsieur le ministre, cher Clément, Monsieur le président de l'ACNUSA, cher Gilles Leblanc, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises industrielles, des compagnies aériennes, des assistants d'escale, des aéroports, des collectivités locales et des associations, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'espère n'avoir oublié personne. Bienvenue à l'Assemblée nationale. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir et je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreux. Et puisque nous sommes le 9 janvier, eh bien évidemment j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour 2023. Et qui dit nouvelle année dit bonne résolution, évidemment. Et le passage d'une année à une autre, c'est vrai, c'est toujours l'occasion eh bien, de repenser le monde, de rêver l'avenir, de s'imaginer la vie idéale, telle qu'elle pourrait être. Pourrait être la vie vainqueur du réchauffement climatique. Pourrait être la vie avec moins de bruit et moins de pollution. Bref, ça pourrait être la vie dans un environnement meilleur et dans un cadre plus sain. Eh bien, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que nous en sommes capables. Nous en sommes capables. C'est en imaginant le monde ensemble, le monde dans lequel nous voulons vivre, que nous pourrons le construire. Et c'est comme ça qu'on fait naître les espoirs qui se transforment en actions et les possibles qui deviennent des réalités et qui donnent des résultats tangibles et des résultats concrets. Et c'est bien évidemment ce qu'on cherche en la matière. Je dis ça, je sais que ça n'est pas simple. Je sais combien c'est d'ailleurs un immense défi, c'est un combat, d'essayer de concilier quasiment l'inconciliable, le respect de l'environnement, le développement de l'aviation et la santé. Parce que la santé, en la matière, n'est pas un sous-sujet. Mais c'est l'avenir de nos aéroports. Et il doit être abordé sans accablement, sans éco-anxiété, de manière responsable et en regardant la réalité et en regardant les chiffres en face. Pour moi, ce défi, il est de l'affaire de tous. Il se relève collectivement. C'est le sens de ce colloque qui nous réunit aujourd'hui, que j'ai le plaisir de parrainer, organisé par l'ACNUSA et baptisé « Gagner la confiance des territoires ». Je vais y revenir. Je veux d'abord remercier Gilles Leblanc, président de l'ACNUSA, et à travers lui l'ensemble de ses équipes, pour réussir depuis plus de 20 ans, dans un monde exigeant, c'est vrai, et en mutation permanente, réussir à maintenir le dialogue entre tous. L'ACNUSA joue un rôle essentiel, autorité administrative indépendante, dont l'expertise est unanimement saluée, et qui s'emploie par ses pouvoirs de recommandation et de sanction à faire vivre cet équilibre entre aviation, environnement et santé. Je parlais tout à l'heure de lucidité et de résultats durables. Je ne reviens pas sur l'urgence climatique, sur les exigences de cadre de vie que porte aujourd'hui la société civile. Il n'y a à peu près plus personne
à convaincre en la matière, mais les gens nous demandent maintenant d'agir. Ceux que je rencontre dans ma circonscription, pour beaucoup, me le disent. Ils se sentent dans leur territoire écrasés par le bruit, ils se sentent atteints et touchés dans leur quotidien par le phénomène de pollution. Et c'est simple, dans mon département du Val d'Oise, nous abritons l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est le plus fréquenté du pays, bien sûr, qui est aussi le 2e aéroport d'Europe et qui est le 9e ou le 10e du monde. Quand on donne les chiffres, c'est assez vertigineux. En 2019, 500 000 mouvements d'avions, c'est-à-dire à peu près 1370 par jour, et à peu près 76 millions de passagers. Cette même année, et ça c'est intéressant vraiment pour prendre la mesure et la perspective de ce qui se joue, cette même année 2019, l'observatoire Bri-Paris indiquait que 57% de la population de l'agglomération Roissy-Pays de France, 57%, était confrontée au dépassement du seuil limite de bruit cumulé, alors que la moyenne francilienne est autour de 15%. Et tout ça avec son lot de conséquences sur le plan de la santé. On mesure jusqu'à 2 ans et demi de vie en bonne santé en moins, avec des risques accrus de maladies cardiovasculaires, d'infarctus, avec des problèmes également de détresse psychologique des gens, car la qualité de sommeil est atteinte. Conséquences sur l'environnement, bien sûr, 20 millions de tonnes de CO2 en moyenne émises, uniquement, en l'occurrence, par l'aviation commerciale sur le territoire, hors fret. Les risques sont là, ils sont réels, ils sont évalués et ils sont inquiétants. Voilà pourquoi, de plus en plus, les gens se mobilisent. Et il nous faut les entendre. Et il nous faut agir pour eux. C'est aussi mon rôle. Alors je dis agir, mais pas n'importe comment. Comme législateur, j'ai toujours veillé, dans l'examen des textes que j'ai eu à connaître ici, j'ai toujours veillé à trouver des équilibres entre protection et liberté. Je l'ai fait quand j'ai créé les juridictions spécialisées en matière environnementale, je l'ai fait quand j'ai amélioré les dispositifs de référés spéciaux environnementaux, et en la matière, pour le sujet qui me concerne, je n'ai jamais été de ceux qui considèrent qu'il faut supprimer les avions, ou de ceux qui, sous couvert de discours d'équilibre, vont ruiner le secteur. Absolument pas. Ce secteur stratégique, c'est aussi notre fleuron industriel et c'est notre fierté. Alors je le dis, environnement, santé et aviation, pour moi, peuvent coexister pourvu que nous nous en donnions les moyens. Et d'ailleurs, le secteur aéronautique a entamé déjà sa mutation pour partie. Depuis quelques années, les acteurs sont engagés dans des plans de transition. Nous pouvons ensemble constater des efforts déployés pour construire des avions moins bruyants, des efforts dans le domaine de la circulation aérienne pour adopter des procédures plus silencieuses, la descente continue, par exemple, le relèvement des altitudes d'arrivée, la surveillance des trajectoires. Il faut reconnaître ces efforts et il faut les encourager. Alors évidemment, ça n'est pas suffisant. Il y a urgence à aller plus vite et à aller plus loin. Et à ne pas oublier également là où il subsiste encore de grandes marges de progression. Je pense à l'investissement dans l'isolation acoustique des logements en proximité des aéroports. Je pense aussi, et c'est très important, à la concertation avec les élus locaux, la concertation avec les riverains qui peut apporter des solutions. Voilà comment nous gagnerons la confiance ensemble avec l'ensemble des acteurs qui font, qui agissent. Confiance des territoires, comme indique le colloque, pour avancer à court terme, c'est-à-dire maintenant, à moyen terme sur la période 2024-2028, à long terme sur 2030, car il faut voir loin pour faire bien, et avec pour chacune de ces périodes des objectifs à atteindre, mieux gérer, mieux protéger les populations, mieux accompagner les secteurs en cause pour aider à la transformation de manière durable et efficace, et c'est aussi le sens de mon engagement et de mon action à vos côtés. Je souhaite que ce colloque permette de renouer avec la confiance dans l'action collective pour le changement. Bâtir le monde plutôt que le détruire, c'est ça être homme ou femme, et c'est ça être responsable, comme disait Antoine de Saint-Exupéry. Je vous souhaite donc d'excellents échanges cet après-midi. Je vous remercie. Merci à vous, Naïma Mouchou, donc femme du Val d'Oise et bien sûr vice-présidente de l'Assemblée nationale, pour ces mots d'accueil. Clément Beaune nous fait aussi l'honneur d'être là, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Chargé des transports, donc avec grand plaisir. C'est un poste qui n'est pas simple, il ne va pas nous le dire, mais c'est vrai que c'est pas simple du tout, parce qu'il est en charge de toutes les mobilités. Donc vous imaginez bien qu'à chaque fois, ça ne doit pas être forcément évident. L'homme est taillé pour. Clément Beaune, je vous en prie, grand plaisir, ce mot d'accueil pour nos amis. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Chantal Joanneau, Madame la Vice-présidente, chère Naïma Mouchou,
mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la CNUSA, cher Gilles Leblanc, monsieur le préfet, monsieur le directeur général de l'aviation civile, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être présent parmi vous, d'abord parce qu'à mon tour, cette date précoce dans l'année me donne l'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023. Denis Chessou l'a dit pudiquement, pas seulement dans le secteur des transports, ce sera une année sans doute d'un certain nombre de défis, voire de difficultés, mais il était important, je crois, de prendre ce moment pour réfléchir, pour échanger. Je veux saluer la CNUSA, son président Gilles Leblanc, de nouveau pour cette invitation et pour son organisation. Je suis d'autant plus heureux que nous avons à traiter, vous aurez à discuter cet après-midi d'un sujet qui est finalement le cœur d'une action politique, au sens large du terme, celle de la conciliation entre des priorités, des usages, entre, comme vous l'avez dit, Madame la Vice-Présidente, évidemment la nécessité de préserver un secteur, celui de l'aérien, de l'avion, qui est nécessaire économiquement, industriellement, pour nos vies et pour relier, parce que c'est le mythe de l'avion qui demeure une réalité, les femmes et les hommes. Mais nous avons besoin, et beaucoup représentent ici des associations de riverains en particulier, des élus locaux qui sont concernés par les nuisances engendrées. Nous avons aussi à inventer un nouveau modèle, après le Covid, de conciliation entre ces exigences. Chacun a droit à un environnement, à être préservé du bruit, chacun a droit à une forme de tranquillité, et nous devons concilier cela, pas seulement dans le domaine de l'aérien, avec l'exigence d'un développement économique le plus harmonieux possible. Il faut aussi faire œuvre de pédagogie et non de démagogie. Tout n'est jamais parfait. La conciliation, ce n'est pas l'effacement de tel ou tel de ces aspects. Nous n'avons pas encore trouvé cette solution, même si certains la promettent régulièrement. Et donc, la conciliation, c'est le délicat travail, notamment des régulateurs, d'une autorité indépendante, de beaucoup d'élus, qui portent aussi ces exigences ensemble dans la vie quotidienne de leur territoire. Évidemment, je l'ai évoqué d'un mot, ce colloque intervient après une année de reprise, l'année 2022, qui a été, c'est une bonne nouvelle au fond, puisque les restrictions sanitaires, même si nous le voyons, l'épidémie frappe toujours, l'épidémie nécessite toujours notre vigilance. Nous avons passé, avec cette année 2022, l'essentiel des années de restrictions, de confinement, d'empêchement de voyage en particulier. Et je le dis sous contrôle de beaucoup d'experts aéroportuaires en particulier, nous avons retrouvé à la fin 2022 un niveau proche de celui que nous connaissions avant la crise de la Covid, un peu supérieur à 80% du trafic de 2019. Je le disais, c'est une bonne nouvelle, mais je sais aussi que pour beaucoup qui vivent les nuisances, les années de Covid ont été une forme de tranquillité inattendue et que la reprise est parfois d'autant plus difficile à organiser ou même à supporter, disons-le franchement. C'est aussi une occasion, et je crois que c'est l'essence des échanges de cet après-midi, de repenser le modèle, la régulation et la conciliation que j'évoquais. Et je crois qu'il faut essayer de revenir, puisque la CNUSA a maintenant un bilan et que les mesures ont été prises depuis près de 2 décennies, sur quelques-unes de ces actions menées, je ne serai pas exhaustif, je vous rassure, qui montrent que ce travail progressif de conciliation, d'équilibre, vous avez réussi souvent à le porter, à le faire avancer. Parmi ces quelques mesures que je citerai brièvement, la mise en place d'un couvre-feu, d'un ensemble de mesures d'accompagnement, notamment à l'insonorisation, autour de la plateforme de Nantes, qui revient souvent et reviendra souvent dans nos débats pour les mois qui viennent, concerné, je n'apprends rien à personne, par un projet de réaménagement significatif, disons-le ainsi. La révision de la classification des groupes acoustiques, qui permet des modulations plus fortes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, des redevances d'atterrissage pour inciter au renouvellement des flottes par des avions moins bruyants, car évidemment, comme dans toute transition écologique, l'innovation et l'investissement apportent une partie de la solution aux difficultés que nous cherchons à résoudre. Le renforcement, parmi ces autres exemples, de l'arrêté de restriction de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Sur la question de la qualité de l'air, le renforcement en cours des règles qui encadrent l'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance et le travail innovant, je salue Madame la Présidente Karima Deli, mené sur les particules ultrafines, notamment à Nantes. Ces mesures concrètes, croissantes, s'accompagnent encore de l'optimisation de la procédure de sanction menée conjointement par l'autorité de contrôle et la Direction générale de l'aviation civile. Et en 2022, je crois que c'est important de rappeler les chiffres en ce début d'année nouvelle,
Près de 350 manquements ont été repérés, sanctionnés pour un montant proche de 5 millions d'euros de sanctions prononcées en 2022. Ces sanctions ont, vous le savez, un prérequis. Ce sont les procès-verbaux établis par l'État qui doivent être traités dans les meilleurs délais, d'ailleurs dans des délais meilleurs, pour être tout à fait franc, pour garantir l'effet incitatif des éventuelles sanctions, et je compte sur l'engagement de l'ensemble des acteurs pour améliorer encore nos procédures, et notamment sur l'autorité qui nous a fait de nouvelles propositions à cet égard. Depuis ma prise de fonction, il y a tout juste 6 mois, j'ai essayé d'accentuer encore cet effort pour plusieurs sujets. Je ne serai là non plus pas exhaustif, même si un bilan de 6 mois se trace relativement rapidement. J'espère le prolonger. D'abord à l'échelle nationale, en défendant la nécessité de renforcer le financement du dispositif d'insonorisation qui avait été mis à mal pour la crise sanitaire. Et je veux saluer tout particulièrement, car il faut rendre au sénateur Capo-Canellas ce qui appartient au sénateur Capo-Canellas, avec plusieurs de vos collègues, monsieur le sénateur, vous avez porté, mais vous en premier lieu, un abondement financier, c'est jamais complètement négligeable pour un ministre en charge d'une politique publique qui se bat pour obtenir des budgets, d'avoir, lors de la procédure parlementaire, 20 millions d'euros supplémentaires. C'est un signal et une avancée importante pour notre dispositif d'insonorisation. Je le dis aussi très clairement, nous aurons à faire davantage et à revenir sur les modalités d'organisation de notre taxe et du dispositif d'insonorisation. À l'échelle territoriale, en demandant, et je fais de cet exemple un prélude à d'autres, une étude d'impact a été demandée, je l'ai demandée, pour éclairer les décisions à prendre en matière de nouvelles restrictions d'exploitation proportionnée pour l'aéroport de Lille. C'est un bon exemple, car c'est un aéroport qui n'est pas aussi gros que certains qui ont été évoqués par la vice-présidente à l'instant, la plateforme parisienne en particulier. Et il y avait une demande forte, à la fois de modernisation de la plateforme aéroportuaire, portée notamment par la région Hauts-de-France, légitimement, et une inquiétude croissante sur les mesures d'impact sonore. Et je crois que pour faire la transparence, il faut lancer ces études et ne pas avoir de préjugés ou de réticences. Nous aurons de plus en plus à renforcer et à proportionner nos mesures de lutte contre le bruit. J'insiste sur le mot de proportionner, car prendre une mesure ne veut pas systématiquement imposer les mesures les plus contraignantes. Un couvre-feu, une restriction totale. On peut imaginer, on doit d'ailleurs imaginer encore, de nouvelles mesures graduées. Une plateforme d'1 million de passagers n'est pas l'équivalent de Roissy-Charles de Gaulle, et donc il faut qu'on adapte aussi nos dispositifs de manière plus agile. Et j'ai répondu à la demande de plusieurs élus de faire cette étude, parce que je pense qu'elle est une occasion, au-delà du cas des lois, de réfléchir davantage à ces mesures proportionnées. Ces éléments ne doivent pas éclipser le travail important, je le disais, qui reste à mener sur de nombreux points, et sur lesquels l'État, mon ministère, prendra sa pleine part cette année. J'en évoquerai rapidement 3 seulement. D'abord, que les études d'impact, selon l'approche équilibrée, soient menées, je le disais, partout où elles sont nécessaires pour envisager des restrictions adaptées. Je le sais comme vous aussi, il nous faut, c'est un deuxième chantier, nommer une nouvelle autorité compétente, Monsieur le Président, sur le sujet localement. Je suis cela de près, cela fait l'objet de discussions interministérielles. Je souhaite que cela puisse aboutir dans les prochaines semaines pour débloquer un certain nombre de démarches locales indispensables et concrétiser le travail de fond et de proposition que la CNUSA a mené et a proposé au ministère ces derniers mois. Enfin, en parallèle, c'est un chantier que vous avez évoqué, Madame la Vice-Présidente, nous mesurons tous la complexité, la difficulté, car comme toute procédure de conciliation des intérêts, il y a parfois des gagnants et des perdants, parfois des petits gagnants et des petits perdants, des gros gagnants et des gros perdants, mais au total, une solution écologique importante, c'est la question des descentes continues. Et nous devons poursuivre, cela a été engagé par mes prédécesseurs, ce travail, mais à chaque fois, je le dis aussi devant la présidente de la Commission nationale du débat public, avec un dispositif de concertation adapté à chaque situation, mais évidemment en prenant un temps conséquent de travail avec les élus locaux, avec les associations, avec les riverains, pour que ces dispositifs soient au total, jamais de solution parfaite, il n'y a jamais de solution sans perdant, mais comprise, acceptée et là aussi proportionnée. Nous engagerons en 2023 ces travaux techniques pour la plateforme parisienne d'Orly, et je pense que ce travail de concertation aussi devra être exemplaire, parce que nous entrerons dans une concertation qui concerne une plateforme aéroportuaire considérable, mais il faut à un moment engager ce travail dans les prochains mois avec l'ensemble des acteurs. Je salue la directrice de l'aéroport d'Orly, chère Justine, ici présente. Avant de conclure, pour prendre un tout petit peu de hauteur, on dirait que c'est de circonstance, je voulais revenir sur l'importance que j'attache au dialogue environnemental sur l'ensemble de ces enjeux.
Les commissions consultatives de l'environnement en sont les instances dédiées. Mais au-delà, je voulais saluer à cette occasion les démarches nouvelles, originales, comme l'atelier des territoires mené à Toulouse, ou le dialogue continu mis en place à Nantes, là encore, depuis la concertation sur le réaménagement. Ce dialogue doit être à chaque fois respectueux, permettre l'expression de toutes et tous, permettre de dépasser les clivages autant que possible, les fausses oppositions pour garder que les vraies divergences et essayer de les gommer le plus possible, et dégager des solutions concrètes, construites conjointement et localement. Dans ce dialogue, évidemment, je souhaite que l'autorité, Monsieur le Président, puisse jouer son rôle en neutralité pour éclairer les débats, faciliter le dialogue, contribuer à l'émergence de ces solutions partagées. C'est, je ne vous apprends rien, cher Gilles Leblanc, l'ADN de l'autorité depuis sa création. J'en veux pour preuve le rapport qui préfigurait la création de l'autorité elle-même, déposé par le sénateur Legrand en février 1999, et qui rappelait que toutes les parties prenantes, à l'époque, avaient souhaité combler un manque et souhaitaient, je cite, l'intervention d'un arbitre, d'un tiers extérieur et objectif, ce sont ces mots, qui permettent d'améliorer l'information et le dialogue. Je crois que, après ces travaux parlementaires, il y a un peu plus de 2 décennies, nous pouvons le dire, et vous en remercier, Monsieur le Président, l'ensemble des membres de votre autorité, de vos services, avec ceux de l'État. Ce pari est réussi, ce qui ne veut pas dire que les améliorations ne sont pas encore devant nous. Ce pari est d'autant plus réussi que ces propositions d'amélioration, c'est souvent vous même qui les portez et qui avez progressivement permis à l'État d'améliorer notre dispositif. Alors, dans ce moment d'urgence climatique, de crise écologique, de difficultés énergétiques parfois, nous aurons à penser avec des yeux nouveaux, des solutions innovantes, ces conciliations d'usage, ce respect de l'environnement et le développement économique qui l'accompagne, sans lequel la protection de l'environnement serait de toute façon un leurre, et en acceptant de remettre en cause aussi un certain nombre de nos habitudes ou de nos exigences. Je prenais l'exemple sur l'aéroport de Lille, car je crois que c'est une démarche que nous devons multiplier, adapter, proportionner, concerter. Je sais que votre travail permettra encore cet après-midi d'éclairer ces débats. Je remercie Denis Chessou de les animer, Monsieur le Président, cher Gilles, de vous en emparer, et toutes celles et tous ceux qui vont y participer pour leur engagement, leur présence, ce jour et bien au-delà. En 2023, je crois que nous aurons des solutions nouvelles à apporter sur l'ensemble de ces projets. Alors merci à tous, bons vœux à nouveau et à très bientôt. Un grand merci à vous, Clément Beaune. Oui, nous sommes là, pourquoi? Pour essayer de ravoter, aurait dit ma grand-mère, pour raccommoder donc, effectivement cette confiance qui est un petit peu comme un pullover avec quelques trous aujourd'hui, mais on ne serait pas là si on n'y croyait pas quand même à minima, donc les uns et les autres, tout en connaissant évidemment ces sujets qui ne sont jamais très très simples. Je tiens aussi à saluer la présence de Chantal Joanneau, Clément Beaune vient de la saluer, donc présidente de la commission du débat public avec nous, et donc qui viendra conclure donc, cette manifestation aussi, qui est un peu notre grand témoin. Alors, nous allons avoir en fait, je crois que vous l'avez compris, 3 temporalités. 2023, voilà, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on pourra ressentir, on va dire, de mieux en 2023, puis après 2024 jusqu'à 2028, et après à 10 ans. Je ne vais pas dire que c'est forcément plus simple à 10 ans qu'à 2023, mais parfois ça laisse un petit peu plus de temps. Bon, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a plein de discours sur l'environnement en général, et même d'autres sujets, où on nous envoie à 2030, à 2050. Ça va être un monde absolument formidable en 2050. Vous n'en doutez pas un instant ici dans cette salle. Très bien. À part qu'effectivement, le sujet ressenti, il est pour maintenant. Donc c'est pour ça effectivement qu'il y a donc ces 3 temporalités qui seront donc évoquées au cours de ces 3 tables rondes. Nous commençons par la première justement. Quelles actions pour les résultats territoriaux en 2023? Allez, je vous en prie. Justine Coutard, rejoignez-nous. Karima Deli également. Dominique Larzaski, venez, je commence par les dames, normal. Laurent Boisson d'Airbus nous rejoint. Grégory Jamais aussi, on va coordonner les horaires comme on va pouvoir. Et Marc Rocher, donc, qui remplit très bien ses avions. Donc je vous en prie aussi. Voilà. Donc Justine Coutard, directrice de l'aéroport d'Orly, Paris-Orly. Karima Deli, présidente donc, de la commission du transport et du tourisme au Parlement européen. Grégory Jamais, je l'ai dit, directeur général de l'association pour la coordination des horaires, COHOR. Dominique Lazarski, présidente de l'Union européenne contre les nuisances aériennes. Et Marc Rochet, donc directeur général de French Bee. Voilà, installez-vous, c'est ça que je trouve carrément donc là. Donc
C'est bon, il n'y a pas de souci. Justine Coutard, je sais que vous êtes avec nous. Eh oui, juste à côté. Merci à vous. Alors, femme assez volontaire, qui a envie de faire bouger un petit peu les choses sur Orly, carrément d'en faire un laboratoire. On aura ce point commun d'ailleurs aussi avec l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Donc, 9 communes qui sont directement en emprise avec Orly, une soixantaine donc aussi avec des impacts quand même plus ou moins directs, hein, donc on peut le dire. Un plan d'exposition donc au bruit. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que l'on fait effectivement? Je le disais, c'est pas simple de se projeter. Là, ça y est, 2023, on essaye d'avoir donc des résultats. Qu'est-ce qui va effectivement pouvoir changer? Alors, qu'est-ce que l'on explique aux riverains? Parce que je sais que vous les rencontrez tout à fait régulièrement. Comment ça se passe? Il y en a quelques-uns qui sont présents, donc ils pourront témoigner et répondre directement. Mais Bien sûr. absolument, je pense que cette table ronde est un exercice difficile parce qu'effectivement, on a souvent tendance à se projeter, à définir des plans d'action à long terme, à 5 ou 10 ans, le temps que les technologies maturent, se développent, soient mises en service. Mais effectivement, désormais, et c'est d'autant plus tangible depuis la crise Covid, il y a urgence à agir et surtout, il y a une exigence de la part de nos territoires riverains d'action immédiatement palpable sur l'aéroport d'Orly. Alors à l'aéroport d'Orly, ça se concrétise de manière peut-être encore plus aiguë qu'ailleurs, parce que c'est l'un des aéroports les plus urbanisés d'Europe. Il y a une soixantaine de communes qui sont dans notre périmètre d'impact direct, c'est-à-dire qui subissent au quotidien le bruit des avions, qu'elles soient dans le plan de gêne sonore ou dans le plan d'exposition au bruit. Donc voilà, deux manières finalement d'être en première ligne de notre activité. Donc ce qu'on s'est efforcé de faire maintenant depuis quelques mois, quelques années, c'est de définir un plan d'action avec à la fois des actions très court terme, donc des quick wins dont je vais parler pendant cette table ronde, et puis évidemment des actions de plus long terme qu'on partage d'ailleurs avec d'autres aéroports, qu'il s'agisse de la préparation de l'arrivée de l'avion à hydrogène, de l'avion électrique, des biocarburants évidemment, et puis de manière générale du renouvellement des flottes dont Laurent Boisson parlera très certainement. Peut-être quelques éléments pour démarrer sur les nuisances acoustiques, même si le sujet des nuisances acoustiques n'épuise pas la totalité du sujet de nos impacts environnementaux, et j'insiste là-dessus sur le fait qu'il y a certes la limitation du bruit dans l'environnement, mais il y a aussi des sujets de décarbonation, de limitation des NOx, de limitation de la pollution de l'eau, de biodiversité, qui sont à mon sens tout aussi importants et tout aussi aigus. Et ce qu'on peut constater dès 2023, je vais citer juste quelques exemples, il y a ce dont parlait le ministre il y a un instant, la généralisation des descentes continues. Pour nous, c'est un élément extrêmement important. 2023, ça tombe bien, on va démarrer par Orly pour le face à l'ouest. Mais je dirais qu'on n'a pas attendu la mise en place de cette nouvelle procédure et de cette généralisation pour progresser dans la mise en œuvre des descentes continues. Et en 2022, on sera déjà à peu près autour de 45% de descentes continues, ce qui est déjà un net progrès depuis quelques années. On travaille également en miroir de ce qu'on fait sur les atterrissages, sur les décollages également, et on a lancé avec la Direction générale de l'aviation civile une expérimentation sur ce qu'on appelle les montées douces, qui sont un peu le pendant des descentes continues, et qui consiste à accélérer, avoir un taux de montée plus rapide, mais une vitesse moindre. Donc voilà, c'est une procédure très particulière dont on est en train de mesurer les effets concrets pour pouvoir la généraliser, le cas échéant, dès 2023. Et quand je sors les trains de mon avion, que je sais évidemment conduire parce que j'ai passé donc, mon permis du A320, à quel moment ça se passe? Parce que là aussi, pour les riverains, c'est extrêmement important, les notions de sifflement, etc. C'est un sujet important sur lequel on travaille également avec les compagnies aériennes de la plateforme, au premier rang desquelles, bien sûr, celle du groupe Dubreuil, que ce soit Air Caraïbes ou French Bee, et d'autres compagnies qui sont volontaires, et notamment avec les chefs pilotes qui sont les plus volontaires sur ces sujets, parce que, évidemment, ça relève de la responsabilité du commandant de bord, et donc il faut pouvoir travailler directement avec les commandants de bord sur ces sujets, pour veiller à une sortie de train qui soit la plus tardive possible, parce qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement tangible pour les riverains. Donc ça aussi, on y travaille. C'est pas comme les descentes continues, comme les montées optimisées du réglementaire. C'est-à-dire que c'est plus un travail de conviction, un groupe de travail vraiment sur une base volontaire, avec les commandants de bord, pour essayer de changer progressivement les choses sur une base volontaire. Sur la ponctualité, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que l'on peut espérer en 2023? La ponctualité, elle a été assez dégradée, il faut le dire, avec la reprise rapide du trafic en 2022. On ne peut pas s'enorgueillir d'une ponctualité parfaite, loin de là. C'est lié à un faisceau de motifs qui relèvent tant
de la navigation aérienne, des aéroports, des compagnies aériennes elles-mêmes. D'une certaine manière, cet entrecroisement de responsabilités, je crois qu'il devrait nous inviter à la solidarité, plutôt qu'au renvoi de balles auquel on assiste de temps en temps dans la presse. Et effectivement, ça a provoqué des conséquences directes sur les riverains, qui sont les dépassements de couvre-feu. Et il faut bien reconnaître qu'à Orly, on a eu plus de dépassements de couvre-feu que les années précédentes, justement, liées à ces ponctualités. Et là aussi, c'est un sujet sur lequel on souhaite travailler de manière très volontaire avec les services de la navigation aérienne pour anticiper davantage ces risques de dépassement de couvre-feu et donc anticiper les déroutements qui peuvent se produire sur CDG et puis aussi sanctionner de manière beaucoup plus ferme ces dépassements de couvre-feu qui sont insupportables pour les riverains. Il n'y a aucune raison que les riverains, de ce point de vue, soient la variable d'ajustement d'une mauvaise ponctualité. Ils seront assez d'accord, il n'y a aucun problème dans la salle. L'électrification, ça aussi, ça va quand même extrêmement bouger. D'abord, vous allez avoir des obligations, de toute façon, qui vont arriver donc très vite. Où est-ce que l'on en est ? Alors, sur l'électrification, c'est un chantier effectivement qu'on a pris en main très tôt, parce que si on veut s'intéresser à la décarbonation et à la limitation de nos impacts environnementaux, le premier de tous les investissements, c'est d'augmenter la capacité électrique de la plateforme. Donc ça, on y a procédé effectivement dès cette année avec RTE pour pouvoir électrifier beaucoup plus massivement nos équipements, nos véhicules, côté piste comme côté ville. Et il y a un élément très tangible qui a des conséquences directes pour les territoires environnants, c'est qu'on va remplacer progressivement l'usage des APU. Et donc ça démarre dès 2023, on aura 10 PCA, c'est-à-dire des conditionneurs d'air électriques qui seront installés au poste au contact. Et on prévoit de généraliser leur installation d'ici à 2025. Donc c'est des choses qui sont tout à fait tangibles, concrètes et rapides. Alors, moi, je rebondis avec vous, Marc Rochet, donc directeur général de French Bee, puis donc de Air Caraïbes. Là, on a parlé effectivement de descente continue, on a parlé donc de décollage, on va dire plus light, hein, pour faire très simple, et puis donc aussi donc, de trajectoires qui sont encore à travailler. Où est-ce que l'on en est là, de ce côté-là ? Est-ce que l'on peut effectivement gagner assez vite, enfin relativement vite, en gain pour nos amis riverains ? Vous appuyez tous. Ouais. Voilà, vous appuyez. Bonjour à tous. Pour répondre d'abord à cette question et pour aussi rester dans le cadre de cette première partie de votre réunion de travail, effectivement, on est très supportive en quelque sorte des actions à court terme, celles qui ne demandent pas de révolution technologique, celles qui sont relativement, entre guillemets, faciles à mettre en œuvre et qui sont assez peu coûteuses in fine. Bon, ce qu'on constate, c'est que côté opérateur, on a 3 leviers d'action, faciles, coûteux, mais le premier d'entre eux, c'est le renouvellement des flottes. Nous prenons, et ça a été le cas chez Air Caraïbes et chez French Bee, où sur une flotte de 15 gros porteurs, on a quand même aujourd'hui 12 à 350. Nous prenons pour un renouvellement rapide des flottes, c'est quelque chose qui est faisable. Il faut acheter, investir, louer des avions. Bon, ce que je regrette en tant qu'opérateur, c'est que la réponse de l'État sur ce sujet, elle est à peu près égale à 0. Il y a même eu encore récemment des amendements qui ont été proposés, M. Capo-Canella, par le Sénat sur la possibilité de suramortir ces investissements, suramortir tout ce qui touchait à l'utilisation du SAF. Bref, quelque chose qui finalement ne touche d'ailleurs pas tellement au budget de l'État. Bon, tout ça, ça a été rejeté récemment par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Je les laisse juges de leur action. Je le regrette, parce que je pense qu'effectivement, renouveler rapidement les flottes, c'est un facteur à la portée de beaucoup d'entreprises, et c'est un facteur qu'il faut encourager. Pascal de Isaguirre est devant moi, il a renouvelé massivement sa flotte de gros porteurs avec des 30 Néo qui sont aussi très économes. Donc ça, c'est un axe sur lequel il faut porter nos efforts, et il faut qu'on soit accompagné par la puissance publique. Deuxièmement, il y a ce qui se passe au sol. Là, je rejoins ce qu'a dit Justine. Il est évident que sur la plateforme d'Orly, celle que je connais le mieux pour Air Caraïbes et French Bee, il y a beaucoup de choses à gagner. Seule chose que je dirais, c'est que je trouve que ça va quand même pas vite non plus. Parce que mettre des groupes électriques au sol ou mettre des groupes de conditionnement d'air, ça ne demande pas un saut technologique. C'est pas l'hydrogène ou la fusion nucléaire. Alors qu'est-ce qui manque à notre portée de main. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Oui, mais on est en train de découvrir que l'aéroport d'Orly était sous-alimenté en électricité. Alors je sais qu'ils font des efforts pour l'équiper avec plus de puissance. Enfin, c'est un peu comme le dossier EDF, quoi. Comme on découvre
en 2022 que l'aéroport d'Orly il est sous-alimenté en électricité. Ça laisse quand même quelque part un peu rêveur. C'est bien, et puis troisièmement, sur la question que vous avez posée, oui. Les descentes continues, les décollages et les montées douces et tout, nous sommes à 100% pour, parce que c'est quelque chose qui est du bon sens, c'est quelque chose qui demande, là aussi, tous les avions sont quasiment capables, il n'y a pas besoin de révolution technologique, il faut de la discipline, et je suis le premier à la recommander. Quand Justine vous dites il faut qu'on discute avec les commandants de bord, le commandant de bord, c'est d'abord fait pour appliquer un manuel de vol. Si le manuel de vol, il faut une procédure de descente plus silencieuse, une sortie des traînées plus tardive, une sortie du train d'atterrissage plus tardive, je ne vois pas pourquoi on ne s'y met pas. Donc nous, on est bien sûr volontaires là-dessus. Je ne dis pas qu'on est parfait, attention. Mais il faut accélérer les choses. Elles sont à portée de notre main et il n'y a pas de raison qu'on mette autant de temps pour les implémenter. Alors, qu'est-ce qu'il faut aussi? Parce qu'il y a un manque... absolument. Parfait. Bon fan club et vous avez raison. Non, mais c'est vrai que... Quelques-unes, hein. Oh, mais oui, voilà. Non, mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même de voir en 2023 ce que l'on peut faire donc assez rapidement. Tout ce qu'on vient de dire, c'est du 2023. Tout à fait. 2024, 2023. Bon, écoutez, donc on vous attend effectivement là-dessus, on sait bien. On pourrait intervenir aussi après si vous le souhaitez. Laurent Poisson va s'intéresser quand même un petit peu aux avions, puisqu'on en a commencé un peu à parler aussi de cela. Responsable des relations externes aux affaires corporate d'Airbus. Nous saluons Marc Camille, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Alors, bon, juste très vite, 130 000 personnes, effectivement, dans le groupe Airbus. C'est 20 000 ou 30 000 sur Toulouse, pardonnez-moi, j'aurais savoir, mais je crois que c'est 20 000. Alors, je parle sous le contrôle de mon collègue Florent, qui est responsable des relations institutionnelles à Toulouse. C'est 20 000 employés directs, plus 20 000 à peu près de sous-traitance. Voilà, donc effectivement, c'est quand même pas mal. Alors, vous aussi, si je vous dis, bon, tout de suite, qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que alors, ne partez pas sur 2020, 2030, 2050, merci beaucoup. On reste là. Alors, vous allez me dire, bon, nous, on souhaite être compatible avec les réglementations, mais je pense que vous avez un petit peu envie de dépasser quand même les réglementations. Où est-ce que l'on en est? Merci beaucoup et bonjour à tous. Très heureux d'être ici dans ce colloque. Je pense qu'en tant que constructeur, c'est important pour nous aussi de participer à ce genre d'échange. On est peut-être moins visible en général. Tant qu'on est fiers, on l'a dit tout à l'heure, enfin, c'était mis vraiment en introduction. L'industrie aéronautique en France, Clément Adair serait très heureux effectivement de vous rencontrer. Merci. Oui, puisque ce sont effectivement sur les discussions relatives aux opérations, nos clients, les compagnies aériennes, l'aéroport, le gestionnaire de l'espace aérien, les associations de riverains qui sont en première ligne, mais de plus en plus en tant que constructeur, on réalise qu'il faut qu'on soit présent dans ces dialogues aussi. Je citerai quelques exemples concrets d'actions qu'on prend. Oui. Alors, parler de court terme pour un constructeur, c'est génétiquement compliqué, mais on y arrive quand même. Parce qu'effectivement, on est dans le développement technologique, on est dans les solutions qui mettent du temps à se développer. Parce que combien de temps? Pardonnez-moi, ça va peut-être dépendre effectivement des appareils, mais quand même, globalement, entre l'idée d'un nouvel avion et après la mise sur le marché, lorsque la technologie est mature pour une nouvelle génération d'avions, il faut à peu près maximum 10 ans pour que l'avion arrive sur le marché. D'accord. Ce qui veut dire qu'en amont, il y a aussi une phase de recherche et développement. Oui, c'est moins qu'un EPR déjà, c'est une bonne satisfaction. Mais je rappelle quand même que les avions qu'on livre aujourd'hui Airbus sont des avions qui offrent déjà une performance environnementale vraiment, vraiment intéressante par rapport aux générations précédentes. Je pense que Marc Rocher ne me contredira pas là-dessus, au contraire. Notamment avec les avions de French Bee qui sont particulièrement efficaces, mais aussi ceux de Corsair avec la 330 Neo. Effectivement, à court terme, la première action à laquelle on contribue, c'est de livrer les avions qui sont aujourd'hui disponibles, dits de dernière génération et qui offrent, par rapport à la génération précédente, 20 à 25% d'émissions de CO2 en moins, mais aussi de bruit. Enfin, c'est pas le même pourcentage. Pour le bruit, c'est même plus impressionnant. Grâce à l'aérodynamique de l'avion, grâce au moteur. Ça se passe. La surface d'impact au sol d'un avion de dernière génération, que ce soit un gros porteur ou un petit porteur, c'est de 40 à 50% de population moins impactée que par rapport à la génération précédente. Et ça, c'est impressionnant. Enfin, si vous êtes probablement tous allés à des shows, à des meetings aériens et écouter un A350 décoller ou même un A380, ce sont des avions très très silencieux. Le A380, il est quand même placé parmi les trois, me semble-t-il, mondialement, qui font quand même du...
Oui, mais malgré ces 4 moteurs, il est vraiment très performant au niveau. Ah, Enfin bon, bref, c'est pas l'avion d'actualité, plus voilà, d'actualité malheureusement, c'est plus la 350. Oui. Et peu de gens savent, par exemple, qu'un A350, en termes de volume, enfin, d'énergie sonore, sur les, là je vais être un peu technique, hein, mais sur les 3 points de mesure qui sont utilisés pour la certification, donc un en approche et C'est-à-dire deux en décollage. le survol, l'approche Voilà. et le décollage. Voilà. Si on prend le cumul de ces 3 points en décibels, ça représente un volume d'énergie sonore équivalent à un avion court moyen courrier de type A320 avec des moteurs de génération précédente. C'est dire le progrès technologique qui est réalisé par ces avions et évidemment aussi par la famille A320 Neo, la 330 Neo aussi qui bénéficie des mêmes moteurs que la 350. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, vous parliez de la réglementation, ben je pense qu'on la dépasse la réglementation parce que déjà, la réglementation a grandement évolué depuis le début des avions à réaction, les années 70. Il y a eu 4 standards successifs de niveau de bruit depuis les années 70. On en est au 4e, le chapitre 14, pour ceux qui connaissent la réglementation de l'OACI. Et il y en a une qui est en cours d'élaboration. Donc le nouveau cycle de l'OACI prévoit d'ailleurs de créer un nouveau standard qui sera encore plus restrictif que le précédent et qui va associer à la fois le bruit et le CO2. Donc ça c'est important parce qu'on peut parfois penser que l'aviation communique essentiellement sur le CO2 et oublie le bruit. Oui. Or en fait, au niveau réglementaire, et Airbus participe à ces travaux, l'intention est d'associer les deux de manière à ce que les réductions de CO2 ne se fassent pas au détriment du bruit. Et en tant que constructeur, clairement, le bruit est dans notre feuille de route. Il est hors de question de faire un avion qui émette moins de CO2 mais qui fasse plus de bruit. Ça, c'est clair. Maintenant, Laurent Boisson, comment on fait donc, par rapport à cette reconquête, on va dire, du territoire? Je sais que vous rencontrez, est-ce que ce sont des associations, est-ce que vous rencontrez les riverains? Je sais que vous vous trimballez avec une mallette acoustique aussi, donc portable, etc. Vous révélez tous mes secrets. Donc c'est un grand jeu, etc. Et tout ça. Bon, comment ça se passe donc effectivement, on est sur le terrain, alors particulièrement à Blagnac, et donc, oui. je suis venu avec mon collègue Florent Carole, que j'ai déjà cité, qui travaille de près avec les acteurs. Le préfet Millau connaît bien aussi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, puisque à Blagnac, on a la particularité d'être comme une compagnie aérienne, on opère des avions. Oui, pareil. Mais pas que à Blagnac, sur tous les aéroports, on est une société internationale, donc on a une collaboration avec les aéroports dans le monde entier. Mais en France aussi, en particulier avec l'aéroport d'Orly. J'ai eu l'occasion de travailler avec les équipes de Justine. Aussi avec les compagnies aériennes qui opèrent sur l'aéroport d'Orly, M. Marc Rocher, M. Isaguirre aussi avec Corsair, avec Air France bien sûr, avec EasyJet, bref, tous les opérateurs. On participe Airbus à la communication avec les communautés environnantes aux aéroports. Donc on a rencontré les associations autour de l'aéroport d'Orly et on a aussi rencontré les élus. Et donc, en tant que constructeur, notre rôle, c'est d'apporter les chiffres. En fait, la réalité, comme l'exemple que je vous citais tout à l'heure, par rapport au niveau d'émissions sonores d'un 350 par rapport à un avion court moyen courrier, parce que souvent les personnes qui sont dans les comités consultatifs environnementaux, les CCE, les associations n'ont pas forcément la connaissance, c'est tout à fait normal, de ce que est réellement l'énergie sonore d'un avion. Donc en tant que constructeur, on apporte cette... mais vous savez très bien quel ressenti, parce que si vous commencez à parler en marge de bruit, moi j'ai vu ça, donc c'est un indicateur assez exotique, pour moi c'est très étrange. Je parle en niveau on divise le bruit par la masse, etc. C'est à peu près tout ce que j'ai compris, mais voilà, je me dis qu'effectivement, l'avion peut être bruyant, peut être un gros avion, mais avec une marge qui est plus faible que les autres. Enfin, bon. Mais je ne parle pas de marge, je parle de bruit. Ça tombe très bien. Voilà, et donc, il y a cet aspect-là, donc rappeler les chiffres, tout simplement, les faits. Par exemple, un gros avion ne fait pas forcément plus de bruit qu'un petit avion, déjà, avec des éléments chiffrés. Et deuxièmement, on a aussi une expertise au niveau des procédures, puisque la technologie qui est à bord des avions d'Airbus permet la réalisation des procédures dont vous avez parlé, les approches en descente continue, les procédures au décollage avec des poussées réduites, et aussi le guidage par satellite pour approcher à l'aéroport. L'avion peut être totalement autonome, n'a plus besoin des ailes au sol pour se guider, et il peut avoir des trajectoires très fines, dites PBN, Performance Based Navigation, qui nous propose sur le positionnement GPS par satellite. Et par exemple, à l'aéroport de Charles de Gaulle, je crois que j'ai lu ça dans le rapport de la DSNA, depuis que les procédures PBN ont été implémentées, il y a à peu près 70% de population en dessous, survolée par ces trajectoires,
de moins impactés par le bruit, du fait qu'on évite, grâce à ces trajectoires, les zones peuplées. Donc ces technologies-là, Airbus, grâce à la technologie, ils sont disponibles sur nos avions, mais on ne se contente pas de dire voilà, on livre l'avion à notre compagnie aérienne et à notre client puis ils se débrouillent. On est là pour expliquer ça aussi aux communautés, mais aussi pour travailler concrètement sur l'implémentation des procédures avec la DSNA. On a une filiale à Airbus qui s'appelle NavBlue, qui regroupe tous nos experts ATM et qui sont capables d'assister l'aéroport et le gestionnaire de l'aviation, de l'espace aérien pour l'implémentation de ces procédures. Ça a été le cas, on a collaboré avec Charles de Gaulle, sur l'aéroport de Charles de Gaulle avec la DSNA. On collabore à Blagnac, bien sûr, et puis dans d'autres pays que la France. Alors vous ne collaborez pas avec Boeing, sans doute bien, mais je veux dire que là-dessus, effectivement, le problème c'est que bon, ça vous ne pouvez pas pouvoir répondre, évidemment. Il y a Airbus d'un côté, manifestement qui fait des efforts, ça on ne va pas du tout le mettre en question, puis c'est prouvé, c'est chiffré, etc. Et tout. Évidemment, il y a aussi donc, la concurrence. Donc tout ceci fait partie quand même d'un ensemble, ami riverain, qui, lorsque vous entendez un avion, vous entendez un avion. Donc c'est ça. Et même plusieurs, lorsqu'il y a effectivement plus de 1300 mouvements, donc, comme l'a rappelé donc, M. Baud tout à l'heure sur Roissy. Quid quand même aujourd'hui du temps de développement donc, des avions qui est différent donc, du temps de déploiement aussi dans les flottes. Où en est-on? Parce que là, on n'est pas forcément sur 2023, mais quand même, c'est une chose importante. Oui, tout à fait, mais il faut déjà voir le déploiement des avions de dernière technologie actuelle. En Europe, il n'y a que 20% des avions qui volent qui sont de dernière génération. Ah, 20%. Dont évidemment French Bee, Air Caraïbes et Corsair, c'est peu. Ici présents, qui sont déjà équipés de ces avions de dernière génération. Mais ça ne représente au global en Europe que 20% des avions qui opèrent. Et au rythme supposé de renouvellement des flottes, ça serait à peu près 50% en 2030 et 100% en 2040. Oui. Il y a un rapport qui est très intéressant à lire, c'est celui que le rapport environnemental qu'a produit l'EASA au mois de septembre de cette année, qui montre que simplement avec le renouvellement des flottes avec les avions de dernière technologie en Europe, malgré la croissance du trafic aérien, on serait en 2050 à des niveaux de bruit équivalents à ceux de 2005. Seulement malgré la croissance, vous l'affichez à combien? Parce qu'entre l'optimisme sur l'Europe, elle est un peu plus faible la croissance sur l'Europe que sur d'autres régions du monde. Je crois que l'hypothèse c'est 1,5%. D'accord. Parce que c'est un marché qui est mature. Mais ça ne prend pas en compte des améliorations technologiques que nous, Airbus, sur lesquelles on travaille maintenant et qui arriveront aussi en 2030, 2035, qui viendront accentuer encore plus cet effort. Donc ça c'est important à dire. Et effectivement, pour répondre précisément à votre question, il faut à peu près une dizaine d'années. Bon, aujourd'hui, Airbus travaille à appliquer de nouvelles technologies au niveau des moteurs, au niveau de la cellule avion, pour les remplaçants à terme de la famille A320 Neo, A330 Neo, A350, ça c'est certain. Il y a des programmes de recherche qui sont publics, avec Horizon Europe par exemple, Clean Sky 2, dans lesquels des nouveaux concepts de moteurs sont à l'étude. Il y a évidemment l'avion à hydrogène que Airbus étudie, qui arrivera aussi sur un horizon 2035. Tout ça. On reste à 2023. Mais vous avez raison de vendre ça. Non, mais vous avez raison, c'est votre truc et c'est normal lorsqu'on est ingénieur. Mais le renouvellement des flottes. Et puis qu'on est fier à juste titre, effectivement, de sa société. Donc, non, ça on y reviendra peut-être effectivement avec l'hydrogène, c'est quoi, moins 272 degrés, 273, je crois qu'il faut trimballer. 0 degré. Ouais. Donc, on pourra revenir sur ce thème. Dominique Lazarski, s'il vous plaît, présidente de l'Union européenne contre les nuisances aériennes. Avec nous, voilà. Là aussi, femme engagée, femme de dossier. Donc, on va partir, évidemment, on va parler de la confiance des territoires, mais vous aviez, et ça rejoint en fait le sujet, envie de faire un constat sur la division des territoires. Oui, bonjour. En effet, j'ai le sentiment, vous voyez, aujourd'hui, on parle de gagner la confiance des territoires. Et puis, on voit que les territoires dont on parle, finalement, il y a le territoire national, mais il y a le territoire régional. Par exemple, pour tous les aéroports d'Île-de-France, eh bien, on est au niveau de la région et du territoire national. Mais pour des aéroports de région, on est plutôt sur un territoire
départementale ou de communauté de communes. Et à chaque niveau, on s'aperçoit que finalement, certains, c'est très bien, le transport aérien apporte des bénéfices économiques certainement, mais ces bénéfices économiques ne bénéficient pas à ces territoires qui subissent les pollutions aériennes. Ce sont des territoires qui se paupérisent plutôt, qui n'ont pas des activités économiques qui vont s'installer à proximité des aéroports, ne vont pas dans ces lieux où il y a trop de bruit, trop de pollution. La pollution de l'air elle-même affecte un territoire beaucoup plus grand que celui qui est soumis au bruit. Hein, il affecte toute une région. Mais on s'aperçoit quand même que ces communes affectées par le bruit aérien ne bénéficient pas finalement de cet apport économique que pourrait procurer l'aéroport. Contrairement à un TGV, en général, effectivement, qui, si on le voit, le prix du mètre carré monte tout de suite. C'est pas forcément un progrès, hein, c'est pas du tout ce que je Alors ici, c'est plutôt le contraire. Et ce sont en plus, on s'aperçoit que ce sont en plus des populations qui sont affectées dans leur santé. Puisque c'est ça l'impact du bruit, l'impact de la pollution de l'air, c'est la santé des populations survolées qui est affectée avec des maladies cardiovasculaires et une réduction d'espérance de vie. Est-ce que ça, on le sort? Est-ce que dire que ça fait partie de ces sujets, on va dire, encore tabous en concerne la santé, mais est-ce qu'on les a, ça? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Est-ce qu'on peut l'objectiver, comme on dit très joliment, du côté de Champlan, du côté de Villeneuve-Saint-Georges, enfin, voilà. Brut Paris fait le travail. Il y a eu en 2010, je crois que c'est 2018, l'OMS a publié de nouvelles lignes directrices pour l'Europe pour le bruit. Vous savez qu'ici, enfin au niveau européen, on est sur un niveau de bruit LDEN. Alors c'est un peu compliqué, mais je crois que tout le monde connaît ça ici, parce que vous êtes tous très férus d'aviation. Quand on parle d'LDEN, on parle de 55 décibels, c'est très élevé. L'OMS préconisait d'avoir un niveau de bruit de 45 décibels pour le LDEN et 40 décibels la nuit. Et Brut Paris a fait cet exercice de regarder quel était le territoire concerné par ces 45 décibels, et il est peut-être doublé par rapport à celui de 55. Et aussi le nombre de mois perdus en bonne santé, qui allait jusqu'à 3 ans pour certains territoires, autour des aéroports parisiens. Donc on parle vraiment d'un impact sur la santé, alors que quand même le droit de vivre dans un environnement sain est un principe de droit français, et reconnu par le Conseil d'État encore en septembre dernier, où le Conseil d'État dit que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale. Est-ce que ce droit-là, ou cette liberté-là, est nié autour des aéroports? Que faut-il faire pour protéger les habitants de ces territoires, qui n'ont pas toujours choisi, Non, je vous en prie. qui n'ont pas toujours choisi d'habiter sous le bruit aérien. On nous demande toujours, mais pourquoi vous êtes allé vous installer dans une zone de bruit aérien? Mais non, on ne l'a pas choisi. Certaines personnes sont allées, peut-être alors qu'il y avait déjà du bruit aérien, puis ils ont évalué le bruit, ils ont évalué les nuisances. Ils ne se sont pas rendus compte, parce que ce ne sont pas des spécialistes du transport aérien, ils ne se sont pas rendus compte que l'aéroport allait doubler son activité dans les 10 ans à venir, ou alors ils sont allés s'installer dans une zone calme, et puis la piste a été modifiée, les trajectoires ont été modifiées. Voilà, donc le bruit aérien est venu vers eux. Ou bien on achète effectivement sa maison, comme dans On ira tous au paradis, où effectivement c'était un jour de grève, et là c'est génial. Ça arrive. Et après on les voit effectivement en train de jouer au tennis avec un casque. Bon, c'est un grand classique, mais ça c'est... Pendant le Covid. Voilà, c'est sûr que c'est ça. Alors, important, 2023, là, c'est-à-dire que le mot étude d'impact a été donc lancé par Clément Beaune. Tout à fait. Et là, vous souhaitez vraiment qu'on mette le paquet. Oui, c'est très important, ces études d'impact. Il faut vraiment les réaliser. On a des plans de prévention de bruit dans l'environnement, que j'appellerais peut-être plans d'action contre le bruit, parce que vraiment, ce sont des plans, il faut en faire des plans d'action, ce ne sont pas des plans de prévention. Et ces plans de prévention ont déjà été mis en place, et on arrive à une époque où il faut les renouveler. Il s'avère qu'ils ont été efficaces. Le bruit aérien subsiste dans des proportions très élevées. Donc il faudrait peut-être bien évaluer les mesures qui avaient été prises dans les plans précédents
pour s'assurer, pour voir pourquoi elles n'ont pas été efficaces. Et puis, il faut bien évaluer l'ensemble des mesures à disposition pour voir celles qui seront le plus efficaces pour la réduction du bruit, parce que là, il s'agit de réduction de bruit, et quel sera leur coût pour l'aéroport, pour les compagnies aériennes. Les plus efficaces sont celles, souvent, qui touchent au bruit de nuit. Et il y a eu des couvre-feux qui ont été mis en place à certains aéroports. Ça fonctionne plus ou moins bien. Donc que des trucs pas populaires dans l'assemblée professionnelle. En fait. Non, c'est pas ça populaire parce que l'industrie nous dit oui, mais ça va coûter en emploi, voilà. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on a des études d'ailleurs effectivement là-dessus? C'est-à-dire a posteriori de dire, écoutez, ça va supprimer ton emploi si effectivement on fait une limitation. Est-ce qu'on a ça? Écoutez, non, je ne crois pas. Moi, je n'en connais pas. Moi, je crois que c'est bien, en effet, de voir s'il y a des études, si des mesures ont été mises en place, après quelques années, de vérifier leur efficacité et de vérifier si les prédictions qui avaient été faites a priori se sont finalement réalisées ou pas. Est-ce qu'il y a eu vraiment 300 emplois disparus à Nantes ou... Voilà. Est-ce que les conséquences sont vraiment là? Parce qu'on est très réticent à utiliser des mesures fortes, parce qu'on estime qu'elles vont avoir un impact important sur l'économie, finalement. Est-ce que ça a eu cet impact qui avait été prévu? Peut-être pas. Est-ce qu'on doit limiter, mettons, les avions qui ont les meilleures performances, enfin, garder les avions qui ont les meilleures performances sur les aéroports? Est-ce que ça c'est déjà beaucoup trop violent? Ah non, c'est pas violent, mais vous voyez, Marc Rochelle vous dit la même chose, il faut avoir des avions modernes, et aujourd'hui, bien sûr, Airbus, d'ailleurs votre carnet de commandes est assez rempli, je crois, d'après ce que je vois dans la... Le carnet de balles, il est pas mal, je crois. D'après ce que je lis. Et puis, on s'aperçoit qu'en réalité, vous l'avez dit, 20% simplement en Europe. On a en Europe, pour les compagnies traditionnelles, un âge moyen d'avion de 12-13 ans. On a pour les low cost un âge d'avion beaucoup plus court, de 7 à 8 ans. Donc voilà, ce sont les compagnies low cost, finalement, ont des avions beaucoup plus récents, beaucoup plus performants, plus modernes. Il faudrait que... Alors c'est difficile, hein, ça coûte cher. Ça coûte cher de renouveler la flotte, en effet, mais c'est nécessaire, ça prend un temps énorme. La durée de vie d'un avion est très longue. Hein. Si on parle de 30 ans, je pense, parfois plus sur certains. Monsieur Boisson est d'accord pour 25, que vous puissiez renouveler. 2023 est pas si cher que ça. Alors, effectivement, avec le coût de l'énergie, vous avez raison. Pas aussi cher que ça avec les coûts de l'énergie aujourd'hui et demain. Hein. Les flottes modernes, elles consomment moins, elles font moins de bruit, elles consomment moins, donc moins de CO2, mais elles consomment moins. Donc dans le compte d'exploitation d'une compagnie aérienne, tout ça, ça s'évalue. Et c'est là où je dis que l'État doit avoir, les États européens doivent avoir une politique beaucoup plus incitative, un budget quasiment constant. Il ne s'agit pas de dire on veut de l'argent pour financer les avions. Il faut d'ailleurs pénaliser les vieux. Alors ils sont un peu pénalisés les vieux, mais pas tellement. Hein. Oui, d'accord. Je vous rejoins tout à fait. Pénaliser les vieux avions, voilà. Alors on a déjà une taxe, une redevance, des taxes, on l'a fait augmenter là récemment, c'est peut-être insuffisant. Il faut aller plus vite. Ce sont des mesures qu'il faut mettre en place très rapidement. Le renouvellement des flottes, c'est très important. Karim Adeli, vous allez réagir là tout de suite. Non, mais je parlerai de bons exemples. La Belgique, qui nous sont nos voisins, viennent de dire, maintenant c'est terminé, on va taxer les avions les plus anciens et les plus polluants, et ça c'est la première fois, qui émettent le plus de bruit. Donc, au fait, la capacité d'un État de réglementer une volonté de changer les flottes, c'est possible. Maintenant, derrière, il y a aussi une question, et on aura l'occasion de le dire, d'harmonisation, mais c'est une question de courage politique. À un moment, on peut le faire. Et je reviens sur Airbus 2 minutes, parce que je pense que Airbus, c'est notre entreprise européenne. Et je pense qu'on ne dit pas assez, il faudra le dire, mais Airbus pourrait devenir un véritable leader, même en termes de normes sur le bruit, mais aujourd'hui, ils ne sont pas au niveau de la recherche et développement comme il aurait dû être le cas sur Boeing ou même la Chine qui arrive. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas investi dans la recherche et développement. C'est un truc sur lequel on s'en fout. Et c'est une connerie. Pourquoi je dis ça ?
Parce que justement, Airbus, je suis désolée de vous le dire de manière un peu cash, c'est que il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, il faut dire la vérité. L'avion au pétrole, c'est terminé dans quelques années. L'avion est né avec le pétrole, mais il va mourir du pétrole. Et c'est là aussi où toutes les filières de Airbus, c'est là qu'il faut, et moi j'attendais véritablement, et c'est là que l'État français doit être pilote, pour reprendre, mais il faut une nouvelle filière industrielle. Qui a pensé à la question de la filière industrielle? Personne. Vous parlez des coûts de l'énergie? C'est quoi l'énergie de demain? L'avion de l'électrification, c'est pas pour demain. Et il faut dire la vérité aussi. Donc je crois que je ne vais pas aborder les clés des solutions. Mais à un moment, il va falloir aussi qu'on change de système et arrêtons de mettre les modes de transport en compétition les uns avec les autres. Et un mode de transport sur lequel il va falloir travailler les uns avec les autres, je suis désolée. Et c'est la Commission européenne, poussée par la Commission du Parlement européen, qui le dit. Je sais que certains ne seront pas d'accord. Mais l'activité entre maintenant le train et l'avion, il va falloir regarder de très près. Quand on pousse la Commission européenne, et ça n'a pas été simple, son feu vert sur l'interdiction des vols intérieurs, lorsqu'il y a une alternative pour 2h30, il y a certains pays qui sont en train de nous regarder, la Belgique veut faire la même chose, d'autres pays sont en train de poser la question des 4 heures. Ça vient d'où l'idée? La Convention citoyenne pour le climat, Made in France. Et il y a des moments aussi, c'est là où justement les compagnies aériennes, les aéroports, il faut tout de suite travailler main dans la main avec notre compagnie qui s'appelle la SNCF et retravailler ça, et vite. Je ne vais pas aborder les points. On va le faire après. Ouais, voilà. C'était Mais c'est un tac qu'il faut vraiment comprendre parce que je crois, et Dominique, que je connais très bien, elle a raison, c'est-à-dire en France, si nous voulons véritablement avoir une vraie filière européenne, si nous voulons avoir des modes de transport accessibles et l'alternative pour demain, il n'y a pas d'autre solution. Il faut se donner un cap, et je le compléterai tout à l'heure. Bien. Si je peux me permettre, parce que je vous en prie, vous avez été vaguement interpellé, M. Poisson. Vous avez évoqué, Karima, la recherche et le développement. Dans ce domaine, Airbus met les moyens. On investit chaque année 2 milliards d'euros avec nos fonds propres et puis aussi des programmes européens, comme je l'ai cité tout à l'heure, Horizon Europe, qui est à hauteur de 4 milliards par an de contributions mixées entre l'institution et le privé, donc il y a 50-50 sur les 40 milliards, permet de faire évoluer la technologie. Vous avez évoqué les carburants durables, donc Airbus, d'ores et déjà, livre des avions aujourd'hui qui sont capables de voler avec 50% de carburant, dit biocarburant. Effectivement, je vous rejoins sur le fait que la problématique n'est pas tant la capacité de l'avion que de la disponibilité de ces carburants. Et le développement de la filière et le coût associé, comme M. Rocher le disait. Mais en tout cas, les choses bougent. Et on prévoit aussi de certifier nos avions à un horizon 2030 avec une capacité de 100% de biocarburant. À l'heure actuelle, d'après les études que l'on fait sur ce qu'on appelle en anglais le ramp-up, le scaling-up, donc l'augmentation de la production de biocarburant, on voit qu'à peu près on peut arriver à 10% à l'horizon 2030 d'utilisation de production qui permettent d'utiliser donc 10% de blend, de mélange dans les réservoirs des avions. On reviendra si c'est des agrocarburants, Voilà. si c'est des biocarburants. Et la feuille de route que l'aviation a élaborée, donc qui est plébiscitée par l'association qui représente tout le secteur aérien, qui est ATAG, Air Transport Action Group, prévoit une utilisation à peu près à hauteur de 65% de biocarburant à l'horizon 2050. Bon. C'est vrai que la contrainte, c'est l'augmentation de la production de ces biocarburants. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut faire bouffer l'humanité, il faut aussi, parce qu'on sait à peu près... Et c'est là où celui qui fait les règles et les lois a un rôle important à jouer. Parce que ça, l'énergie, c'est dans le domaine souverain de l'État. Donc effectivement, les mesures incitatives pour inciter la production de biocarburants, dits durables,
On a besoin de collaborer encore plus avec les institutions. Bon, en tout cas, vous bougez, ça on s'en doute bien, donc c'est ce que l'on entend, c'est ce que l'on comprend. Après la suite, 2050, c'est boule de cristal. Hein. Vous pouvez faire toutes les projections que vous voulez, c'est boule de cristal. Sauf si vous êtes très très bons les uns et les autres, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce que sera cette société, simplement il faut arriver à faire la paix avec à la fois sa planète et avec ses voisins, donc c'est ça qui est derrière, ça c'est un peu je vais dire ça en une phrase, quoi. Après pour le décliner il faut 100 000 pages, mais c'est quand même ça qui est derrière. Et l'avion, de toute façon, a sa place. Le tout étant de savoir, effectivement, on en parlera tout à l'heure, effectivement, des avions dits essentiels. Bon, on reviendra là-dessus. Grégory Jamet, directeur général de l'association pour la coordination des horaires. Alors, sous votre contrôle, enfin, on va dire qu'il y a à peu près quoi, 20% des aéroports hein, qui sont à peu près touchés par... touchés, c'est pas le bon mot. En tout cas, qui ont des créneaux aujourd'hui. Je sais que vous avez donc sous votre égide Orly, Charles de Gaulle, Lyon, Nice, Nantes, Figari en Corse l'été, Chambéry, Annecy l'hiver, Cannes l'été. Voilà, c'est à peu près c'est ce que j'ai vu. Donc c'est à peu près 20%, c'est ça le ratio, on va dire. Je crois qu'en Europe, c'est à peu près 30% des aéroports qui sont soit coordonnés, soit facilités. Dans le monde, c'est 20%. Bon, alors, bien sûr, vous appliquez un règlement européen, mais moi j'ai envie d'y aller, puisque on parle bien de 2023. Alors, revenons quand même. Est-ce que l'été 2022, questionnaire à choix multiples, est-ce qu'il a été pour vous catastrophique, désastreux, élève moyen, élève plus que moyen, peut mieux faire? Les deux premiers, catastrophique et désastreux. Que ce soit d'abord pour l'industrie en général, en premier lieu pour les compagnies aériennes, parce que celles qui payent le plus une telle situation chaotique en Europe, ce sont les compagnies aériennes, qui, je rappelle, ont des retards, consomment plus de carburant, ça coûte plus cher, payent des compensations aux passagers, payent des amendes parce qu'elles se posent après le couvre-feu. Donc, très sincèrement, les compagnies aériennes ne souhaitent pas ce genre de situation. Après, je crois que c'est toute l'industrie qui en a souffert, ce sont aussi les riverains. Donc c'est très bien qu'on fasse un petit retour sur 2022 parce que mon métier, en tout cas notre métier à nous, c'est de faire quelque part de la planification à moyen terme. Et puisqu'on parle de 2023, moi je ne vais pas au-delà. Je serais ravi qu'on n'ait que des avions neufs. Malheureusement, si on regarde d'un point de vue plus écologique, je crois que c'est bien de vouloir remplacer toutes les flottes, mais si vous mettez au rebut un avion qui a à peine 15 ans d'âge, il faut se poser la question aussi de l'impact écologique de ces flottes. Donc je pense que c'est un truc un peu plus global, mais pour 2023, c'est pas ça qui va répondre à la question qu'on se pose tous. Donc si on revient sur 2022, moi j'ai l'impression de dire que le transport aérien, c'est une industrie service. On délivre du service, mais c'est une industrie. Et c'est pas juste une usine, donc on maîtrise plusieurs blocs avec des acteurs complexes, en leur propre complexité, et c'est une chaîne qu'il faut faire fonctionner ensemble. Et si un des maillons de la chaîne ne fonctionne pas bien, la chaîne va être perturbée dans son ensemble. Donc l'été dernier, on a eu droit à tout. On a eu droit avant tout à des difficultés sur le contrôle aérien. Donc le contrôle aérien n'est pas présent ici, c'est un petit peu dommage, parce que quand on pense transport aérien aux conséquences et qu'est-ce qui va se passer à l'été 2023, le contrôle aérien... Vous avez la question à Daniel Cazet tout à l'heure. Oui, voilà. Sur du staffing, sur des travaux pour améliorer les capacités, améliorer les systèmes. Les aéroports ont eu des difficultés de staffing également, donc des difficultés à délivrer les capacités qui étaient attendues par les compagnies aériennes, et les compagnies aériennes ont aussi des difficultés à mettre en œuvre leur programme, avec aussi des problématiques de staff, et puis une remise en route un peu compliquée. L'ensemble a fait qu'on a eu une ponctualité, oui, moi j'appelle ça catastrophique, quand on tourne autour de 60% pour des grands aéroports européens, ça veut dire quasiment un vol sur deux ne part pas à l'heure. Et quand ce sont les premières vagues du matin, qui sont stratégiques pour notamment les compagnies aériennes, ça se répercute sur la journée. Et la conséquence, c'est que le soir, ça ne rentre pas à l'heure et que ça risque d'emplafonner le couvre-feu. Voilà. Donc, quand on regarde 2023, pour moi, c'est vraiment une responsabilité collective, très collective. Si tous les acteurs de la chaîne ne délivrent pas le service ou la capacité qu'elles doivent assurer, ça ne marchera pas. Alors comment vous faites, vous Grégory, lorsque vous avez, mettons, 15 ou 20 demandes, je ne sais pas, pour un seul créneau?
C'est quoi les priorités? Alors vous avez des demandes qui sont tout à fait identiques. Comment on s'y prend là? Parce que ça, comment on s'y prend? Alors on a des règles, on a un règlement européen, ensuite on a des bonnes pratiques internationales. Mais il est évident, on vient d'attribuer des créneaux sur Orly, c'est exactement ça, on a 15 demandes pour un créneau. Donc forcément, quand vous avez appliqué toutes les priorités, vous vous retrouvez avec 6 ou 7 compagnies qui ont quelque part tous les critères possibles et imaginables. Alors on ne va jamais tomber dans l'arbitraire, d'accord? C'est totalement indépendant de notre... c'est clairement pas notre mission, hein. On est là pour être le plus juste possible, le plus transparent, le plus équitable. En revanche, il est clair que si on doit choisir entre 2 compagnies aériennes, une qui respecte les règles du jeu, et une qui a tendance à quelque part s'asseoir sur le règlement, prendre un petit peu la tangente, même si c'est toujours dans les tolérances, hein, toujours en respect du règlement, très clairement, si je dois faire un choix, je prendrai la compagnie qui suit les règles comme pratique. Donc, en l'occurrence, j'ai une compagnie aérienne qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui n'était pas très heureuse de ne pas avoir eu les créneaux qu'elle souhaitait avoir. Je lui dirai jamais, hein, en face à face, écoutez, vous n'avez pas été très très sage l'été dernier, donc quelque part de payer. Mais je pense que l'industrie est assez consciente, tout le monde se parle, donc je pense que le message est passé. Voilà. Donc en l'occurrence, les compagnies aériennes le savent bien. J'étais moi-même côté compagnie aérienne, je sais que c'est difficile parfois de gérer, de respecter le couvre-feu quand on a toutes ces contraintes. Voilà. Par contre, ça se joue dès la planification. Alors justement, est-ce que vous envoyez des warnings là? Parce que là, j'imagine que pour l'été, vous êtes dedans, là, ça y est, c'est en train de se faire, c'est verrouillé, l'été 2023, là, ou... Je dirais que c'est quasiment verrouillé. Hein, les programmes des vols des compagnies aériennes sont quasiment arrêtés. Il y a encore de l'arbitrage. Aujourd'hui, je dirais qu'on est plus un peu dans le fine-tuning, excusez-moi l'expression anglophone. Et très clairement, notre rôle à nous, c'est de faire passer les messages, de rappeler les règles, rappeler les contraintes, donner des chiffres, d'accord? On aime bien donner des chiffres, d'accord? Parce qu'au moins, on peut justifier les choses. Et puis, c'est de cibler certains opérateurs qui nous paraissent un peu à la limite. Voilà, des programmations trop proches des couvre-feux, surtout des nouveaux opérateurs sur certains aéroports, on sait que ça peut être risqué, parce qu'on a l'expérience. Donc on prend la liberté de contacter ces compagnies en disant attention, êtes-vous sûr de cette programmation? Voilà. Ce qui nous permet, quand on fait la prévention, quelque part d'appliquer un message beaucoup plus dur si le message n'est pas respecté. Ce que l'on entend quand même, c'est qu'il y a quand même un certain décalage entre ce qui peut être annoncé et puis ce qui se passe dans la vraie vie, quoi, non? Enfin, pas un sacré, peut-être un décalage. Alors, côté opérateur aérien, très honnêtement, en 2022-2023, on n'est plus dans les années 2010. La planification et la programmation horaire, c'est quelque chose de très très sensible parce que c'est toute la chaîne de production de la compagnie aérienne qui en dépend derrière. Voilà. Programmer à la limite, ça coûte souvent beaucoup plus. Ouais, hein. Rajouter un petit bout de segment sur 2 ou 3 jours par semaine, ça va vous coûter beaucoup plus cher que la production que vous allez rajouter. Donc je dirais côté opérateur, on a toujours des compagnies qui sont un peu à la limite borderline, c'est vraiment pas la majorité. On a un phénomène un peu nouveau qu'on a vu l'été dernier, c'est le Covid a engendré beaucoup de difficultés, d'accord, y compris pour les opérateurs aéroportuaires. C'est extrêmement important, on n'en parle pas si souvent que ça, on ne pointe pas du doigt, mais les aéroports ont une responsabilité également de délivrer la capacité qu'ils promettent aux compagnies aériennes. Tous les ans, nous, on attribue des créneaux en fonction d'une capacité qui nous est donnée, sur laquelle on ne peut pas aller au-delà. Si cette capacité n'est pas délivrée, les opérateurs aériens à qui on aura distribué des créneaux ne pourront pas assurer un service de qualité. Voilà. Donc quand je dis responsabilité collective, c'est vrai aussi pour le contrôle aérien européen. Florian Guillermet rappelait, je crois en fin d'été, il est toujours plus prudent d'annoncer une capacité plutôt un peu restreinte et de relâcher la capacité quand on se rapproche de l'opération. Est-ce que vous pensez, ça c'est, je vous demande de répondre de façon assez courte parce que là on tient les temps, mais quand même. Est-ce que la logique d'attribution des créneaux peut être compatible avec donc une logique environnementale aujourd'hui et donc de mieux-être pour les riverains?
Non, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Je peux dire un mot là-dessus quand même. Oui, bien sûr. Bon, d'abord, je salue. Non, mais je salue le travail de Grégory que je connais depuis longtemps et du corps. Au passage, d'ailleurs, je voudrais saluer avec une notion de relativité ce qui s'est passé cet été sur les aéroports parisiens. Bon, ça s'est quand même bien mieux passé que dans beaucoup d'autres aéroports. Donc, ok, c'est compliqué et tout. Maintenant, sur l'histoire de la compatibilité avec l'environnement, on sait tous que notre société étant confrontée à un besoin de développement, il y a ce règlement des créneaux. Ce règlement des créneaux, il s'impose à tout, et Core, par exemple, est chargé, et le fait très bien de le respecter. Dans le règlement, il n'y a pas écrit qu'il y a différence entre un créneau que vous demandez pour un Boeing 777 qui a 25 ans ou un 350 qui a 5 ans. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de différence. Tant qu'on laissera perdurer ce genre de choses, le reste, c'est du blabla. Donc, ou les politiques prennent le problème à bras-le-corps, ou ils ne le prennent pas à bras-le-corps. Alors, je sais bien que c'est quelque chose d'un peu raide, mais c'est la réalité. Non, mais... Marc, je suis souvent d'accord avec toi. Je ne suis pas complètement d'accord. Je ne pense pas que le règlement créneau, que l'attribution du créneau soit la réponse. Parce qu'on l'a dit au tout début, il n'y a que 20 ou 30% des aéroports en Europe qui sont éloignés de facilité. Ça veut dire quoi? Que si vous décidez de pousser les flottes neuves via l'outil du créneau, ben vous allez drainer le renouvellement de la flotte sur les plateformes qui sont les plus saturées. Vous allez laisser les aéroports secondaires et souvent les aéroports de province avec les avions les plus anciens. Je n'ai pas dit 100%. Non. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des outils, et c'est aussi à la main des aéroports, c'est le pricing. L'exemple de la Belgique, alors Nicolas me rappelle, oui, Lyon par exemple, en France, et c'est fait dans le réseau Vinci, le pricing sur les landings sont des outils extrêmement efficaces. D'accord ? Et qui peuvent être modulés en fonction du chapitre acoustique, en fonction des émissions de NOx, de CO2, etc. Et je pense, moi j'en suis convaincu, que c'est l'avenir, à s'assurer que le législateur accompagne cette démarche. Peut-être ça, je suis écouteur aussi. Donc, Il y a effectivement plusieurs outils qui existent. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, il y a le fait aussi qu'on puisse maintenant moduler nos redevances aéroportuaires, et c'est quand même un outil qu'on ne rappelle pas mais qui est absolument massif, en fonction des performances acoustiques des flottes des compagnies. Ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Mais bon, c'est vrai qu'à titre personnel, je trouve dommage qu'on se prive du levier d'attribution des créneaux pour pouvoir également faire pression sur le renouvellement des flottes et puis avoir une approche environnementale. Il n'y a pas de raison que l'allocation des créneaux, d'une certaine manière, échappe à cette logique environnementale. Dominique Lazarski. Oui, c'est intéressant ce qui vient des échanges sur l'allocation des créneaux. Mais vous voyez, les aéroports en région, comme Beauvais, Lille, ne font pas partie, ne sont pas des aéroports soumis à quoi. Et donc, des aéroports qui peuvent accepter des avions très anciens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restrictions sur les avions très anciens. Donc, il faut prévoir ces restrictions au niveau des arrêtés ministériels, donc des restrictions d'exploitation qui doivent être mises en place et ce qui évitera justement, pour permettre d'éviter que s'il y a des restrictions chez Coor au niveau des avions les plus récents, qui n'aillent pas s'installer sur les aéroports les plus qui ne sont pas soumis à Coor. Merci à vous. Karima Deli, on y va. Donc, président, mais oui, absolument, vous êtes déjà bien parti, vous êtes pas besoin, le tour de chauffe a été fait, donc président de la commission du transport. Je ne sais pas ce que ça veut dire tour de chauffe. Ah bah si, c'est-à-dire qu'on a, voilà, vous faites chauffer les réacteurs doucement, etc. Et tout, voilà, c'était ça. Non, c'est-à-dire que vous partez bien, de façon vive, et c'est ça aussi pour ça que c'est intéressant, parce que vous connaissez bien ces sujets. Peut-être déjà, premier point, c'est vrai que, alors là, on n'est pas forcément que sur 2023, mais on y est quand même. L'aviation, elle est quand même percutée par le Green Deal. Bien sûr. D'abord, je voudrais vous dire merci pour cette invitation. Gilles, merci beaucoup de ce colloque, parce que c'est plus que nécessaire d'avoir ce genre d'événement. Je dis ça parce que ce genre d'événement doit nous rappeler que nous sommes, lorsqu'on parle des nuisances, et notamment des nuisances sonores, c'est des risques sanitaires. C'est vraiment ça qu'il faut aussi matraquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, hier, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai réouvert les chiffres de l'ADEME. Et les chiffres de l'ADEME, je suis désolée, je suis obligée de vous le dire, c'est que
ils sont sans appel. 28 millions de métropolitains subissent des nuisances sonores. 28 millions, dont 9 millions surexposés. Et cette surexposition au bruit aérien fait exploser les maladies cardiovasculaires. Et que l'ADEME chiffre le fait qu'on ne fasse rien sur ces questions qui sont quand même majeures, impact des dépenses de santé. Et vous êtes bien assis? Vous savez combien ça coûte? Ouais. 147 milliards d'euros. 147 milliards d'euros. Donc moi je crois qu'à un moment, il faut vous dire merci parce que là on est dans un moment majeur. Denis Chessou me demande la question, mais alors, on en est où du Green Deal? Mais le Green Deal nous fixe une feuille de route que tous les États membres ont signée, et même la France. Nous devons réduire nos gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Nous avons 7 ans. 7 ans. Et après, pour entrer quoi? Dans la neutralité carbone pour 2050. Le temps nous est compté. Et quand le temps nous est compté, c'est que c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les événements qui nous entourent à chaque moment de nos vies, en fait. On a connu des inondations, des sécheresses, des feux de forêt. Allez, on y va. Et ça va... je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais c'est un... Non, je ne suis pas là pour vous faire peur. C'est un constat. Les chaînes d'information continuent s'en charge. Oui, mais en même temps, c'est un... Oui, en plus. Et donc, c'est un constat. Et donc, moi, je crois que c'est là où on est très, très... c'est que... Je pensais que le Covid allait nous apprendre énormément de choses, dans tous les secteurs. Je pensais qu'on allait avoir une révélation. Et au fait, la révélation, c'est qu'il y a eu aussi des choses quand même incroyables durant le Covid. Moi, je me souviens, souvenez-vous, qu'il y avait un moment, notamment sur l'aviation, alors qu'on était en plein cœur de la crise, ça battait, etc., il y avait certaines compagnies qui avaient décidé de faire du tourisme sans limite. Au Japon, en Autriche, où des passagers montaient dans l'avion, on faisait le tour pendant 1 heure, et hop, on redescendait dans le même aéroport. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, pour répondre à votre question de Denis Chessou, dans notre société. Et en même temps, moi je n'aime pas beaucoup quand on tape comme ça sur la législation européenne. C'est trop facile. Heureusement qu'il y a eu la législation européenne durant le Covid, et notamment sur les créneaux horaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis en difficulté, notamment les compagnies aériennes. On a dit, ok, vous avez des créneaux, on va vous les geler, parce qu'on ne voulait pas des avions fantômes avec aucun passager dans les airs. Qui a fait en sorte que nous ayons justement la remise à plat des créneaux horaires? Je m'en souviens très bien, puisqu'on l'a eu, le créneau horaire est signé et validé à 7h du matin. Donc, c'est pas, je trouve ça, je vous le dis, c'est un peu simple de dire, oui, les politiques, ils font la législation, ils devraient penser ainsi, d'accord. Mais quand on fait des choses, on devrait savoir aussi nous reconnaître le fait qu'on bosse. Et sur ça, justement, dans le Green Deal, et là, on va avoir un vrai problème. Je vous le dis. Depuis le Covid, l'aviation, et on ne va pas se mentir, on va dire la vérité. L'aviation ne fait qu'augmenter. Ne fait qu'augmenter. Et la part, et moi je regarde tous les chiffres, et je connais bien les ASA qui sont mon bras droit dans la commission de transport que je préside, tout le monde me le dit, Eurocontrol me le dit, tout le monde me le dit, et ils me disent, Madame Dely, quand je regarde les chiffres, ça risque de doubler d'ici 20 ans, si on ne fait rien. Doubler. Vous voyez? Et c'est là où je me dis une chose, c'est que, est-ce qu'on va réfléchir? Parce que moi, ça, il y a des gens qui doivent se dire, bah, en fait, tant mieux avec cette affaire. Alors, justement, c'est là où on va avoir un petit... Non, mais très bien pour ceux qui disent... Vous avez la place de tout le monde. Non, mais très bien s'il y en a qui disent que ça double. C'est faux. Attendez. Non, mais ne dites pas que c'est faux. Moi, j'ai des experts autour de moi, donc ne me dites pas. Alors, attendez. Je ne vais pas faire un discours avec vous tout de suite. Attendez-moi à la fin. Mais quand je regarde juste un chiffre qui est très parlant et qui pour moi est très, très révélateur, quand on regarde juste en France, 50% des vols en France, c'est combien de kilomètres? Vous savez? C'est 1500 kilomètres. Et quand je regarde 1500 kilomètres, moi je suis une fan du train de nuit. Non mais vous rigolez. Mais il y a un problème de fond. Une salle à 55 ans. Mais en tout cas, il y a certaines lignes, je peux vous le dire, sur des longs trajets, on a une possibilité d'alternative.
Et c'est là où j'ai un problème de fond, c'est que nous sommes les inventeurs. La France est le pays inventeur du train de nuit. Nous avons vu naître le train de nuit entre Calais et Bâle, et on a tout supprimé. Attendez, on a tout supprimé. Et c'est là où, monsieur, je vais revenir sur la question de l'aviation. Parce que moi, je suis désolée, moi, je ne crache pas sur l'aviation, même si je suis sur École. Non, je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est merci l'aviation, notamment durant le Covid. Pourquoi? Parce que la question des marchandises durant le Covid, merci les cargos. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire sans l'aviation. Et ça, on ne le dit pas. Mais moi, je suis honnête, je le dis. La deuxième chose qui est très importante pour nous, et il faut le dire, c'est qu'on a des réglementations. Le règlement notamment de 2014, souvenez-vous, qui fixe la feuille de route, notamment sur la question sonore dans les aéroports. On a des réglementations à mettre en œuvre. Le Parlement européen était très ferme sur le principe que les décisions sur le bruit devraient être prises au niveau local et inclure toutes les parties prenantes, riverains compris. Et c'est là où ça devient très important, parce que ce règlement, il a été complété par une directive de 2014 et qui impose aux États de mettre en place des cartes stratégiques du bruit et des plans de prévention du bruit, et notamment autour des grands aéroports. Et c'est là où je me dis une chose qui est vraiment très très importante, c'est qu'il faut redessiner notamment la question du dialogue avec les riverains, avec les parties prenantes. C'est écrit dans la législation, et donc il faut les mettre en place. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est aussi s'inspirer des bonnes pratiques. Pourquoi il y a des villes? Parce que moi, je ne peux pas intervenir au niveau d'un aéroport local, parce que c'est ce qu'on appelle de la subsidiarité. Je ne peux pas intervenir sur tel. Mais je ne crois pas que le moment dans lequel on est sur la question de on étend les aéroports. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques au niveau européen, il faut juste regarder ce qui est en train de se passer. Amsterdam, l'aéroport d'Amsterdam qui dit, écoutez, là, on ne va plus tenir. Ils sont à 550 000 passagers par an. Et ils vont descendre. 400 000, ça fait une baisse de 12%. Vous voyez? Donc il y a des choses qui vont. Lorsque je regarde Francfort, Madrid, Orly, merci Orly. Parce que, bah oui, il faut dire quand ça marche, interdire les vols de nuit, c'est possible. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a un moment où les bonnes pratiques, il faut on en discute. Il faut véritablement faire en sorte qu'il y ait une feuille de route concrète. Quand la Suisse et l'Allemagne d'ailleurs investissent, me semble-t-il, dans l'aérien, ils investissent aussi dans les murs anti-bruit, etc. Après, ils bossent avec les citoyens. Absolument. Je parle pas de la Lufthansa et quelques vols fantômes. Mais en parallèle, et ça, ce n'est pas pour, monsieur, vous disiez que j'étais contre l'aviation, mais on travaille au niveau législatif avec l'aviation. Et moi, j'ai sorti un texte qui date de 20 ans. Et ce texte-là va être révolutionnaire. Et ce texte, on est en négociation. Et je peux vous assurer que c'est très dur, c'est notamment le texte qui s'appelle le ciel unique européen. Ah oui. Alors, on est en négociation. Optimiser les flux, enfin, on va optimiser les flux. Et c'est là où ça devient très important, parce qu'on va regarder le tracé des couloirs aériens, on va voir où sont les congestions aériennes, pour baisser la consommation aussi derrière, qui est excessive. Et on connaît tous un petit peu le prix du kérosène aujourd'hui. Et ce texte-là, je peux vous le dire, moi je pensais que la présidence française, on allait le prendre. C'est-à-dire, on allait se battre et avoir un beau texte. Pourquoi? Parce que rien que ce texte-là nous permet au niveau européen de baisser de moins de 10% de CO2 par an. Avec des routes directes? Oui, avec des routes directes. Mais vous vous rendez compte? Moins de 10%. Et donc, actuellement, on n'a pas d'accord. Pourquoi on n'a pas d'accord? Parce que certains États membres, dans le table de négociation, ils sont réfractaires. Ils sont réfractaires d'abandonner leur subsidiarité sur certaines routes. Donc ils disent, mais ça passe par chez moi. Ah ben non, moi je veux garder ma route, et donc je ne veux pas cet accord. Et donc, je vous le dis, en ce moment au Parlement européen, le Parlement a sa position, nous ne bougerons pas, et le Conseil, on est en train de négocier, mais c'est très très dur. Donc moi, je suis la présidente de cette commission, je me suis donné un objectif, et hors de question qu'avant la fin de la mandature, on n'ait pas ce texte. Parce que c'est gagnant-gagnant.
on ne va pas avoir forcément le temps de parler effectivement des débits de la bonne pratique. Bon, ça, heureusement, il y en a, donc, aussi bien en France qu'à l'étranger. L'agrandissement des aéroports, là aussi, très très joli sujet. Comment on apprend, alors là, très vite, en 2023, qu'est-ce que l'on peut espérer, justement, donc, qu'est-ce que vous voyez donc, dans l'ordre du possible? Alors, tout d'abord, un accord sur ciel unique européen, première chose. Ça, c'est une nouveauté. Deuxième chose, on a vu quand même une meilleure internalisation des émissions de l'aviation avec renforcement de l'ITS aviation, ce qui est une première. Ça veut dire quoi concrètement? C'est jusqu'à présent, l'aviation échappait notamment au système européen d'échange de quotas d'émissions. Maintenant, c'est terminé. Et donc, ça veut dire que l'aviation, on a trouvé un accord, les quotas gratuits, c'est terminé pour 2026. Donc là aussi, il y a tout un enchaînement de filières qu'il faut avoir. On est en train de négocier, et ça va être aussi avec la question technique, on est en train de négocier ce qu'on appelle la directive du Refuel Aviation, les carburants alternatifs, notamment les fameux, ce que nous appelons les carburants de synthèse, les carburants, les fameux SAF, les fameux CEF. Ça, c'est une véritable bataille parce que, je le redis, la filière des carburants alternatifs, alors pour nous, les carburants alternatifs, ce n'est pas les biocarburants issus de l'agriculture. Alors là, c'est pas ça. Hein, il faut... Qui a dit hors de question? Okay. On est d'accord, mais c'est pas possible. On est dans un dérèglement climatique où on va pas prendre l'agriculture pour pas nourrir les gens, mais à nourrir, c'est pas possible. Vous allez déplacer de toute façon un souci avec un autre. Voilà, donc, mais les carburants de synthèse, ça c'est intéressant. Et c'est là où Airbus, on va devoir travailler ensemble parce que la filière, elle doit rester européenne. Et le problème que nous avons, c'est que nous avons aujourd'hui des géants qui sont en train de regarder et qui, eux, sont en train de travailler sur ça. Alors que non, la filière, elle doit rester européenne. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je considère qu'aujourd'hui, oui, nous avons manqué au Parlement européen la mise en place d'une taxe kérosène. Oui, je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents avec cette taxe kérosène, mais c'est parce qu'on ne leur explique pas bien, notamment les acteurs de l'aviation. Quand je parlais tout à l'heure de recherche et développement, ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est-à-dire que l'aviation est une filière quand même qui, aujourd'hui, va devoir faire sa transformation et son orientation. Mais vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas un budget conséquent de recherche et développement. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'une taxe kérosène, une partie doit aller à l'aviation pour sa recherche et développement, une autre partie doit aller aux alternatives, le train, la question notamment de la relance de la mobilité urbaine dans les villes, etc. Et je termine par une chose qui est très importante. Désolée, monsieur Denis-Chessou, c'est je ne crois pas qu'il faille croire qu'on va tout révolutionner avec la technologie. Tout à l'heure, monsieur, vous l'avez dit, l'avion à l'hydrogène, etc., c'est pas pour tout de suite. C'est qu'est-ce qu'on fait d'ici là. Et il y a un secteur, puisque je suis la présidente de la commission transport et tourisme, dont on ne parle pas assez, c'est la question du tourisme. Je peux vous le dire, il faut redessiner et redéfinir ce qu'est le tourisme de demain. Le tourisme de demain, je ne pense pas que ce soit prendre des avions, faire sa petite photo sur Instagram à l'autre bout du monde et revenir. Il faut réinventer ce que moi j'appelle l'exotisme en bas de chez soi. Vous savez ce que c'est l'exotisme en bas de chez soi? Et il y en a qui l'ont découvert au niveau du Covid. Alors vous pouvez sourire, mais quand vous regardez les régions que nous avons en France et en Europe, il y a des moments où on ne regarde pas les beautés culturelles, culinaires, tout ce que vous voulez dans le tourisme, qui sont d'un attrait incroyable. Et ça aussi, on en a besoin. Pourquoi? Parce que l'Europe reste la première destination mondiale et que demain, nous sommes en train d'inventer le tourisme de demain, donc des nouveaux métiers et des filières nouvelles. Je m'arrête là, je vous remercie. Vous voyez, on n'est pas sur le... Non mais je voudrais juste vous dire, parce que souvent je suis caricaturée parce que certains pensent que je suis contre l'aviation. Non, ou alors que je serais pour le retour à l'âge de la carriole. J'ai entendu beaucoup de choses, vous voyez, et que je ne suis pas du tout ça. Je suis juste dans la limite de ce que la Terre et la planète nous demandent. Et que là, on est dans un moment de transition. Je ne dis pas de bascule, parce que je trouve que ça fait un peu peur, la bascule. Mais
On a une opportunité incroyable pour inventer les secteurs de demain, pour se dire que c'est maintenant l'opportunité. Alors moi, je suis contente d'être là et d'en parler avec vous, et je vous remercie. Merci beaucoup, Karima Deli. Merci à vous toutes et vous tous. Chantal, maire de Mandeur, vous, s'il vous plaît, Chantal. Voilà, pardonnez-moi. Oh, pardonnez-moi. Donc, on va passer effectivement un micro. Présidente de la fédération. Donc, je reste assise ou je me mets debout. Oui, ça y est, non, comme vous le souhaitez. Donc, alors, écoutez. Alors, donc, présidente nationale de l'Union française contre les nuisances aériennes et aussi présidente de la Fédération nationale des associations de riverains de Toulouse. Alors, si je comprends bien, vous voulez prendre le pouls des riverains. Parce qu'en fait, on a parlé quand même pas mal des riverains de l'Île-de-France. Je regrette juste qu'il n'y ait pas plus ici, dans la salle et à la tribune, de riverains des autres aéroports, qui sont très impactés aussi. Bon, très bien. Voilà, c'est très bien. Merci. Alors, donc, bon, ça c'était juste pour dire. Alors, quelle est la situation autour des aéroports pour les riverains? Elle est très tendue, que ce soit sur les aéroports, les petits aéroports, les grands aéroports, elle est très tendue. Et pourquoi? Parce que malgré ce qu'on en dit, malgré ce que Airbus dit, il n'y a jamais eu autant de bruit sur les aéroports ces 10 dernières années. Parce qu'en plus, on a goûté le silence pendant le temps du Covid, où on n'entendait que les oiseaux. Et donc, on a redécouvert une véritable qualité de l'environnement sonore qu'on ne connaissait pas. Alors, pas que pour ça, pas que parce qu'il y a plus de bruit, mais parce qu'aussi, l'exercice du pouvoir tel qu'il se fait, Madame Deli, comme vous le dites, en subsidiarité, c'est-à-dire de façon locale, il n'est pas bon. C'est du vertical, c'est des ordres, et nous en dessous, petits, on obéit, dans des commissions consultatives de l'environnement qui ne sont que consultatives. On peut émettre des avis négatifs et le préfet s'asseoir dessus, donc pas de problème, hein, on continue comme avant. Alors après, ça c'est pour les riverains, et nous on est gentils les riverains, parce qu'on est rompus à tous les codes ici, on est courtois, on est bien élevés. Mais dans la population, on assiste à une radicalisation. Alors une radicalisation notamment des populations les plus impactées, les plus fragiles, qui elles ne croient plus dans les discours, ni des instances de consultation, ni de l'administration, ni de l'État, ni des pouvoirs publics. Donc, je vous dis, il y a danger. En plus, alors ça c'est pour terminer parce que vous m'avez demandé de ne pas être trop long. Hein. Alors, c'est qu'on a un environnement législatif qui est touffu et compliqué, on ne s'en sort pas, incompréhensible, même pour les fonctionnaires en charge du dossier. Si on demande à un préfet, un sous-préfet, un secrétaire général, ce qu'il entend par marge, acoustique et EPNDB, on peut faire une interro, écrite surprise, et je vous assure qu'ils n'en sauront pas grand-chose. Voilà, donc moi c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Si, juste une chose aussi, ça c'est un peu pour Airbus et pour Toulouse. J'ai entendu beaucoup ici, et j'en suis fort contente, parler de couvre-feu, parce qu'il faut que je vous dise qu'à Toulouse, pour le MEDEF et pour Airbus, on n'a pas le droit d'employer le mot couvre-feu. Alors, je vous en prie, ouvrez bien vos oreilles. Alors, on est obligé maintenant d'employer une formule alambiquée qui s'appelle diminution des vols de nuit avec suppression en cœur de nuit, enfin bref, un truc. Alors maintenant, on va prendre tout simplement le mot couvre-feu et on va dire qu'à Toulouse, c'est possible, comme à Orly, à Nantes, à Balmulhouse, à Beauvais, à Francfort, etc., etc. Donc c'est possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas mal. Merci à vous. Il n'y a pas si longtemps, les mots de sobriété étaient tout à fait aussi bannis, c'était des gros mots, etc. Alors, problème, non, là, mon souci est très simple. Ouais, alors, on y va très court. On y va. Ouais. On vous passe, pas plus. C'est vraiment. Ça va être chaud. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, je vais être très court parce qu'on m'a demandé d'être très court. Je suis Luc Offenstein, je suis président fondateur de l'association OIE, 22 ans, donc sur Orly. Donc j'ai entendu plein de bonnes volontés, plein de promesses, franchement, mais l'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. L'urgence est à notre porte. 2023, c'est aujourd'hui. Donc je rejoins essentiellement ce qui a été dit. Les juges de paix sont les mesures in situ, bruit et pollution, et tout le reste, pour nous, c'est de la littérature. Maintenant, j'ai deux questions à poser, très rapides. Monsieur Barcrochet, vous avez une bonne image pour vos avions, qui sont effectivement moins bruyants, et une très mauvaise image pour les sorties de traînées à 20 km de l'aéroport d'Orly, c'est une catastrophe.
Et là, si vous les sortez plus tard, vous allez gagner du carburant. Et le représentant de Corsair, alors je leur dis, je ne sais pas s'il est encore là, peut-être c'est vous, voilà. Je suis très content de vous voir, parce qu'on ne vous voit jamais d'habitude, mais c'est pas grave. Alors là, virez-nous vos 3,30, c'est une catastrophe. Les 3,30 sur Orly, c'est épouvantable. Les 3,30, ils nous réveillent à 6h du matin, et après 23h30, vous continuez à décoller. C'est insupportable. Virez-les, faites comme M. Marc Rochet, allez, mettez-vous sur les rangs, achetez des 3,30 et des 3,50, parce que franchement, mais vous avez les avions les plus bruyants. Et vous êtes au même niveau de bruit exactement que nos voisins algériens et marocains. Je vous le dis, la station est dans mon jardin, je peux vous confirmer, et je vous le dirai, on ira voir ensemble. C'est mon concurrent, c'est tout ce que j'avais. C'est mon concurrent, Merci. C'est mon concurrent et je vais le défendre. Oui, le 330, il fait plus de bruit que les dernières générations, mais il fait beaucoup moins de bruit que les Boeing 747 qu'il avait il y a encore moins de 2 ans et qu'il a remplacé. Donc bravo à Corsair pour sa politique d'investissement. Vous étiez capable, au moment où le baril de pétrole avait très fortement augmenté en 2008, vous n'étiez pas capable de sortir les traînées au dernier moment. Donc là, effectivement, vous faisiez beaucoup moins de bruit. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Mais c'est bien. Non, mais non, on n'arrive pas. Je passe à la table ronde suivante. Pardonnez-moi, ça, je suis obligé, parce que là, oui, je vous en prie. Donc, merci à vous toutes et vous tous. Quelles actions pour quels résultats territoriaux maintenant on se projette à 2024-2028? Donc, je sais qu'il y aura des frustrations dans la salle, et vu le nombre de participants, je ne peux pas y arriver.